السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. مرحبا بكم قاع, bienvenue tous. Avec nous, c'est la première séance de vidéoconférence de notre club de médecine en association scientifique جمعية سبل السلام لترقية الشباب تغنيف. Assurée, notre première séance, elle est assurée par Dr Salah Eddine Belabbas, un médecin spécialiste en néphrologie. Donc, je vous laisse avec le docteur pour entamer le thème d'aujourd'hui, c'est les urgences en néphrologie. يتفضل دكتور صلاح. Qui est assez fréquent en pratique courante. Le challenge est surtout de savoir les diagnostiquer et les traiter initialement et surtout savoir quand appeler le néphrologue. Il faut savoir que ce chapitre est très très vaste, il est très long à aborder. Donc on va essayer de cerner les points essentiels de chacune des urgences de manière pratique. Il peut être, on pourra les traiter ultérieurement chaque urgence par urgence. Donc, on commence d'abord par un petit rappel anatomique et physiologique. Donc, le rein est constitué de l'unité fonctionnelle qui est le néphron. Donc, chaque rein, il contient presque 1 million de néphrons. Donc qui est l'unité fonctionnelle. Chaque néphron est constitué d'un glomérule et des tubules, donc entouré de l'interstitium, irrigué par des vaisseaux. C'est à partir de cette anatomie, on peut classer ultérieurement les néphropathies selon néphropathie glomérulaire ou tubulaire, interstitielle ou vasculaire. Donc, le rein joue un rôle essentiel dans l'homéostasie du milieu intérieur. Il assure l'équilibre hydrique, l'équilibre hydroélectrolytique, l'équilibre acido-basique et aussi il assure une fonction endocrine, citons par exemple l'érythropoïétine, l'arénine dans la régulation de la pression artérielle, le 1-alpha hydroxylase qui joue un rôle dans l'hydroxylation de la vitamine D. Donc, toute perturbation, toute insuffisance, ça veut dire une incapacité de faire ses fonctions. Donc, si on a une insuffisance rénale, donc automatiquement, on peut avoir une insuffisance dans l'équilibre hydrique, par exemple. On a soit une hypovolémie ou hypervolémie. Donc, l'urgence, c'est par exemple l'OAP de surcharge, chose qu'on va l'entamer aujourd'hui. Si on a une insuffisance rénale, on a un désordre électrolytique. Donc, le potassium, comme tout le monde le sait, l'hypercalémie, elle est dangereuse et elle engage le pronostic vital, dont on va détailler dans cette conférence. Aussi, le désordre acido-basique, le malade en insuffisance rénale, il a une tendance vers l'acidose. Il existe aussi d'autres urgences dans l'hémodialyse chronique. On va essayer de les détailler dans une autre conférence. Il y a aussi les urgences en transplantation rénale. Donc, on va essayer de faire un rappel de tout. On va parler de l'HT-amaline, de la GNRP, de l'hypercalémie, de l'hypercalcémie, de l'OAP de surcharge, de l'acidose métabolique et de les urgences de l'hémodialyse et de la transplantation rénale. Donc, revenons à notre classification des néphropathies. Donc, les néphropathies, on a dans le néphron, on a un glomérule, un tubule, un interstitium et un vaisseau. Donc, une néphropathie peut être glomérulaire. Et quand on dit glomérulaire, ça veut dire on a une protéinurie. Généralement, le syndrome glomérulaire est défini par une protéinurie. Les néphropathies tubulaires contiennent généralement les lésions des tubules et de l'interstitium. Donc, généralement, c'est la nécrose tubulaire aiguë. 75% des cas, on les observe après une hypoperfusion rénale soutenue. On a les néphropathies vasculaires.
donc dominée par l'HTA. Ces néphropathies évoluent selon un mode soit aigu, soit chronique. Ceux qui évoluent selon un mode aigu, certains évoluent et nécessitent une prise en charge urgente et rapide. Donc, on va les détailler maintenant. Donc, rappel sur les néphropathies qui évoluent selon un mode aigu, néphropathie glomérulaire, la GN post-infectieuse, la GNRP, néphropathie tubulaire interstitielle, la néphrostibilaire aiguë et la tubulopathie myélomateuse. Les néphropathies vasculaires aiguës, on a la crise sclérodermique, la maladie des emboles de cristaux de cholestérol et la thrombose aiguë, et les méchangiopathies thrombotiques et la néphrangioschlérose maligne. Donc, en commençant par la première urgence qui est l'HTA maligne. Donc, comme tout le monde le sait, l'HTA est une élévation des pressions artérielles supérieures à 14 de systolique et 9 à la diastolique. Elle devient une poussée hypertensive lorsque il y a une augmentation au-delà de 14,9 chez un sujet déjà hypertendu. On parle d'urgence hypertensive si on a une élévation de pression artérielle systolique supérieure à 18 et diastolique supérieure à 110 mm de mercure avec atteinte d'un organe cible. Et on parle de l'HTA maligne qui est une variante de l'urgence hypertensive. Donc l'HTA maligne, elle est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 180 mm de mercure et, ou diastolique supérieure à 111 mm de mercure avec une rétinopathie hypertensive sévère ou atteinte de 3 organes cibles, rein, cerveau, cœur. Donc, on parle de l'HTA maligne. L'HTA maligne, dans les étiologies, elle peut être une HTA essentielle négligée dans 2 tiers des cas, comme elle peut être secondaire à d'autres pathologies, principalement les pathologies rénales glomérulaires. Donc, rapidement, comment prendre en charge rapidement une HTA maligne? L'HTA maligne, elle est diagnostiquée par le médecin de l'urgence par une prise de tension qui est supérieure à 180 de systolique ou 11 de la systolique, avec au fond d'œil une rétinopathie hypertensive stade 3 ou 4, un œdème papillaire par exemple. Donc, le traitement, il comporte 2 volets. Le premier volet, c'est le contrôle de la volémie et le deuxième volet, c'est le contrôle tensionnel. Pourquoi le contrôle de la volémie? Parce que, revenons à la physiopathologie, donc lors de l'HTA maligne, on a une natriurèse forcée, on a une natriurèse mécanique. Donc, on aura une perte de sel et par conséquent, une hypovolémie et par conséquent, une stimulation du système rénine-angiotensine qui va aggraver encore notre pression artérielle. Et c'est le cercle vicieux au cours de l'HTA maligne. Donc, le premier traitement, c'est le contrôle de la volémie. Si on a une volémie qui est basse, donc système rénine-angiotensine, il est toujours là et on a majoration et aggravation des chiffres tensionnels. Donc, parfois, si tu es devant une hypovolémie, tu es obligé de corriger rapidement par l'administration de sérum salé 9 grammes par litre en IV. Les diurétiques, rappelez-vous bien, sont contre-indiqués en cas d'HTA maligne, sauf en cas d'insuffisance ventriculaire gauche où tu as la dyspnée de l'OAP. Donc, et puis, c'est le contrôleur tensionnel. Donc, l'objectif tensionnel, c'est de baisser les chiffres de moins de 25% de la première heure. Donc, il ne faut pas rendre les chiffres normaux. Donc, l'objectif de la tension, c'est de baisser les chiffres moins de 25%. Par exemple, une tension artérielle de systolique de 222, si on arrive les premières heures à une tension artérielle à 170 par exemple, c'est bon, on ne cherche pas à normaliser. Donc, généralement, on utilise les inhibiteurs calciques, la nicardipine, l'oxène IV, le seul qui est disponible dans les urgences, et surtout ne pas utiliser les diurétiques, sauf en cas d'atteinte cardiaque avec une insuffisance ventriculaire gauche. Donc, après normalisation de la volémie, les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les IEC et les ARA2, jouent un rôle très important
pour bloquer l'arénine. Donc, j'insiste que les bloqueurs de système rénine-angiotensine, on les introduit sur une volémie normale. Donc, les IEC et les ARA2, avec une volémie basse ou une hypovolémie, ça égale l'insuffisance rénale fonctionnelle, chose qui est importante. Donc, on récapitule, l'HT-amaline, c'est tension artérielle élevée supérieure à 18-11 avec rétinopathie hypertensive sévère ou atteinte de 3 organes cibles. Donc, pour le traitement rapide, rétablir une volémie correcte, pas de diurétique, sauf en cas de poussée d'IVG, et le contrôle tensionnel avec la nicardipine et les IEC et les ARA2 jouent un rôle important après normalisation de la volémie. Deuxième urgence, c'est les glomérulonéphrite rapidement progressives. Donc, comme son nom l'indique, glomérulonéphrite, ça veut dire néphropathie glomérulaire. Néphropathie glomérulaire où on trouve principalement la protéinurie. Donc, rapidement progressif, ça veut dire que la créatinémie augmente en quelques jours ou en quelques semaines avec une hématurie et une protéinurie. Donc, la glomérulonéphrite rapidement progressive, c'est une insuffisance rénale rapidement progressive avec hématurie et protéinurie. Donc, la biopsie rénale doit être réalisée de façon rapide. On va trouver des croissants extracapillaires. Donc, le traitement repose principalement sur les corticoïdes et les immunosuppresseurs. Quelques exemples. Donc, on a soit les GNRP de type 1, 2 ou 3, où on trouve dans le 1 des dépôts linéaires, comme la maladie de Gout-Pasture. Le type 2, donc, c'est les maladies systémiques comme le lupus, la glomérulonéphrite, des infections bactériennes, néphropathie IgE primitive ou secondaire. Et le type 3, par exemple, les vascularites de Wegener. Donc, tout cela, rappelez que la définition de GNRP ne peut pas passer à côté d'une GNRP qui est simple, une protéinurie hématurie avec élévation de la créatinémie au bout de quelques jours. Donc, l'envoyer à un centre spécialisé en néphrologie pour commencer par la biopsie rénale et le traitement. La troisième urgence, c'est l'hypercalémie. Donc, l'hypercalémie, souvent on trouve, c'est fréquent et c'est une urgence thérapeutique. Donc, rappelez-vous bien, quand le potassium, quand on dit potassium, on dit cœur. Quand on dit sodium, c'est le cerveau. Donc, quand on dit cœur, ça veut dire un ECG. Donc, l'hypercalémie est un diagnostic biologique avec une élévation de potassium supérieure à 5 millimoles par litre. Donc, toujours devant une hypercalémie, faire un ECG. Pourquoi? Parce que les signes cliniques de l'hypercalémie, ils sont pauvres. Donc, ils ne sont pas spécifiques. On trouve des signes neurologiques, type de troubles de sensibilité superficielle, paralysie du membre inférieur, puis ascendante. Donc, ils ne sont pas spécifiques. Donc, l'intérêt de faire un ECG. Donc, comme symptômes électrocardiographiques sur l'ECG, qu'est-ce qu'on va trouver? D'abord, on va trouver un trouble de repolarisation, c'est-à-dire onde T qui est ample et symétrique et peut dépasser l'onde R. Et puis, on a les troubles de conduction, d'abord des troubles de conduction auriculaire, puis auriculo-ventriculaire et finalement ventriculaire pouvant aller à la systolie. Donc, auriculaire, disparition de l'onde P, puis élargissement du QRS, puis fusion du complexe QRS avec l'onde T, ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire qui précède la systolie. Donc, quelques exemples sur l'ECG. Donc, on a le B, c'est onde T ample. Le C, c'est l'élargissement de l'espace PR. D, c'est des complexes QRS qui est large avec fusion avec l'onde T et c'est la fibrillation ventriculaire. Donc, mais faites attention, parfois il y a une discordance électrobiologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on a une hypercalémie à 8, par exemple, mais à l'ECG, on a par exemple que des ondes T pointues. Donc, il n'y a pas un parallélisme entre la sévérité de l'hypercalémie et la sévérité électrique.
toujours penser à éliminer une fausse hypercalémie, surtout si tu as une hypercalémie avec ECG normal. Donc, essayez de penser aux fausses hypercalémies qui sont un prélèvement avec garrot, un prélèvement serré, un prélèvement non acheminé rapidement au laboratoire, par exemple fait à la maison, agitation du tube ou une thrombocytose supérieure à 100 000 ou une leucocytose importante, thrombocytose supérieure à 1 million ou une hyperleucocytose importante supérieure à 100 000. D'accord, comme on a dit, les signes neuromusculaires, ils ne sont pas spécifiques. On a une paracésie, faiblesse musculaire, paralysie du membre inférieur. Donc, si tu as des signes hémodynamiques type une hypotension ou une paralysie flasque, donc ce sont des signes de gravité et de mauvais pronostic. Donc, les causes de cette hypercalémie, soit un excès d'apport, soit un transfert intracellulaire vers le milieu extracellulaire, sinon un défaut d'excrétion. Sachant tous que le potassium est un cation intracellulaire. Donc, sa libération vers le milieu extracellulaire peut causer l'hypercalémie et ce qu'on appelle des hypercalémies de transfert. On les observe généralement dans les écrasements musculaires parce que les muscles contiennent une grande partie de potassium à l'intérieur. On le voit aussi dans les rhabdomyolyses, dans les listes morales, après une chimiothérapie, une liste morale, dans les brûlures étendues, dans les syndromes de revascularisation. Donc, c'est ça l'hypercalémie de transfert. Dans l'hypercalémie par excès d'apport, elle est très rare. Donc, on ne trouve que dans les perfusions excessives de chlorure de potassium chez les insuffisants rénaux. Sinon, c'est très rare de voir une hypercalémie par excès d'apport. Donc, l'hypercalémie par la réduction de l'excrétion rénale, donc on les observe dans l'insuffisance rénale aiguë, que ce soit ou chronique, dans l'insuffisance surrénalienne, dans l'hyporéninisme, hypoaldostéronisme chez les diabétiques ou par cause iatrogène secondaire à des médicaments, par exemple les IEC, les ARA2, les anti-aldostérones, les anti-inflammatoires, la cyclosporine, le tacrolimus et l'héparine. Donc, il faut bien connaître les médicaments hypercalémiants parce que si jamais on est devant une hypercalémie, la conduite à tenir, la première des choses, c'est d'arrêter les médicaments hypercalémiants. Donc, devant toute une hypercalémie, arrêtez les IEC, les ARA2, les anti-aldostérones, les AINS, l'héparine, etc. Donc, la deuxième étape, c'est faire une protection myocardique, donc par le gluconate de calcium. Donc, le gluconate de calcium ne fait pas baisser les chiffres ou traiter la calémie. Donc, le gluconate de calcium fait protéger le cœur. Donc, c'est l'injection d'une ampoule en IV lente, c'est-à-dire 1 à 3 minutes. Donc, la durée d'action, c'est presque 1 heure. Si tu fais un ECG et tu trouves toujours les signes, tu as le droit de refaire une ampoule de gluconate de calcium après 5 minutes. D'accord? Une fois le cœur est protégé, on a arrêté tout médicament hypercalémiant, donc on passe au traitement de l'hypercalémie. Donc, on limite l'apport de potassium, on provoque l'entrée du potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Comment favoriser ce transfert? C'est par l'insuline. L'insuline permet de faire entrer le potassium vers le milieu intracellulaire, donc donner l'insuline et donner avec le glucosé. Donc, le schéma le plus fréquent, c'est de donner 30 unités d'insuline dans 300 cc de glucosé 30%. Donc, rappelez 30-30-30. 30 unités d'insuline, 300 cc de sérum glucosé, 30%. Si vous n'avez pas le 30%, vous pouvez utiliser, par exemple, le G10 avec 10 unités. Donc, ça favorise l'entrée du potassium à l'intérieur de la cellule. Donc, les bêta-2 mimétiques, par exemple, le salbutamol, à la dose de 4 fois au sujet asthmatique en aérosol, mais l'efficacité, elle est incertaine. Donc, on peut aussi faire une limitation de l'apport intestinal de potassium par la résine échangeuse d'ions. Donc, on donne du caïxalate poudre
30 grammes à 60 grammes per os. Sinon, en lavement rectal. Si on donne en lavement, donc c'est 100 grammes à 150 grammes et faire attention aux contre-indications, perforation en cas de maladie digestive préexistante. On peut utiliser aussi en cas de surcharge le furosémide. Le Lasix, c'est un diurétique hypocalémiant. Donc, il augmente l'excrétion du potassium au niveau urinaire. Donc, si après 2 heures, l'hypercalémie est réglée, c'est bon. Sinon, si une hypercalémie persiste ou résiste au traitement, donc c'est l'indication de l'épuration de potassium par l'épuration extra-rénale. Donc, c'est l'hémodialyse. Donc, pour les hypercalémies menaçantes ou s'il y a une anurie ou s'il y a une absence d'efficacité de traitement médicamenteux, donc c'est l'indication de l'épuration extra-rénale. Donc, voilà grosso modo pour l'hypercalémie. Pour l'hypercalcémie, généralement, on le voit dans les cas de l'hyperparathyroïdie primitive ou tertiaire, dans les cas d'hypervitaminose D exogène ou endogène lors des sarcoïdoses ou tuberculoses. On les voit aussi dans les hémopathies, par exemple, myélomultiples. Donc, les signes cliniques de l'hypercalcémie aiguë sont les suivantes. On a les troubles digestifs, vomissements et anorexie. On a les troubles neuropsychiques assignés, troubles de lumière, confusion, hallucination et coma. On peut avoir des troubles cardiovasculaires aigus type HTA, diminution de l'espace putier et troubles de rythme. Sur le plan rénal, on a une polyurie polydipsie, une déshydratation extracellulaire et une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, le but de traitement, c'est de traiter symptomatiquement et traiter l'étiologie si possible. Donc, le traitement, c'est augmentation de l'élimination urinaire du calcium. Donc, on doit augmenter la calciurie. On doit augmenter l'élimination du calcium par voie urinaire. Comment? C'est par les diurétiques. Donc, les diurétiques augmentent, le furosémide augmente la calciurie. Mais on doit compenser avec une cure de diurèse par une cure d'hyperhydratation. Donc, on fait une expansion de volume extracellulaire par de soluté salée isotonique 9 grammes et l'instauration d'une cure de diurèse provoquée par le furosémide. Donc, c'est composé par la perfusion de NA salé de NaCl 9 grammes. Donc, la diminution de l'absorption intestinale du calcium par le glucocorticoïde, l'inhibition de la résorption osseuse, le cas des myélomes par exemple, par la pamidronate, 30 à 90 mg perfusion en 4 heures, en 500 cc de sérum salé 9 grammes. Donc, l'hémodialyse en urgence s'impose toujours s'il y a une anurie ou s'il y a une hypercalcémie sévère supérieure à 3 mmol par litre, c'est-à-dire l'équivalent de plus de 120 mg par litre. Donc, l'acidose métabolique aiguë, donc c'est une urgence létale, c'est le pH supérieur moins de 7,10. La plupart de nos hôpitaux, on n'a pas de gazométrie. Donc, cette définition, c'est un peu difficile de dire je suis sûrement devant une acidose métabolique. Donc, généralement, l'acidose, il est suspecté devant le contexte clinique et devant une dyspnée, par exemple, de Kussmaul. Donc, si jamais un malade vient en consultation d'urgence pour une dyspnée et tu le trouves avec une insuffisance rénale, tu as le droit de penser à l'acidose métabolique. Donc, le traitement, c'est l'élimination de CO2, c'est la correction du bas débit, c'est la ventilation artificielle, c'est l'alcalinisation par le sérum bicarbonaté. Fais attention si malade en OAP ou en surcharge, donc c'est contre-indiqué. Et c'est l'épuration extra-rénale si le malade il est connu comme dialysé. Donc, c'est le traitement de première intention pour les hémodialysés. Donc, et pour aussi éviter le surcharge hydrosodée provoquée par la perfusion de bicarbonate. On a aussi l'OAP de surcharge. Donc, l'OAP de surcharge, le diagnostic, il est clinique.
Donc, on a les signes respiratoires en premier lieu, par exemple, une dyspnée. Donc, la dyspnée de l'OAP, c'est une dyspnée type polypnée ou orthopnée avec une toux sèche, avec à l'auscultation pulmonaire des râles crépitants ou sous-crépitants au niveau des deux passes. On peut avoir des signes circulatoires comme la tachycardie et l'hypertension qui est très très fréquente dans l'OAP d'origine rénale. On a aussi les signes neurologiques, agitation, anxiété et troubles de la conscience dus au manque d'oxygène. Donc, une fois le diagnostic de l'OAP est porté, donc rappelez-vous qu'on doit faire la position demi-assise, oxygénothérapie et ensuite réfléchir rapidement. Voilà la radio du thorax. Donc, des opacités fluctuantes, confluentes, avec redistribution des vaisseaux vers le sommeil. C'est l'image typique en aile de papillon. Donc, la conduite à tenir, c'est la position demi-assise, c'est l'oxygénothérapie. Donc, c'est les diurétiques en intraveineuse. Donc, restons toujours en néphrologie. Si le DFG moins de 30, donc utilisez le diurétique de type furosémide et utilisez avec forte dose. C'est-à-dire si le DFG est bas moins de 30, donc on peut utiliser le furosémide, le Lasix, à la dose de 250 ou 500 allant jusqu'à 1 gramme. Donc, on peut utiliser un vasodilatateur, par exemple le nitral. Donc, si on a un OAP avec anurie, un OAP suffocant, un OAP résiste en mesure usuelle, résiste au diurétique au vasodilatateur. Donc là, c'est le recours à l'épuration extra-rénale. Donc, si l'OAP avec une hypotension, généralement on le trouve dans les insuffisances cardiaques à bas débit, donc utilisez les inotropes positifs avec utilisation des diurétiques si la tension artérielle supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Si un malade en OAP avec une hypotension et l'indication d'opération extra-rénale est posée, donc la meilleure, c'est l'hémodiafiltration qui permet d'extraire un volume sur une longue période avec reconstruction du liquide. Sinon, ce n'est pas disponible comme chez nous, donc généralement, contre l'indication de l'épuration est posée, on utilise l'hémodialyse conventionnelle avec des séances un peu longues, des séances douces avec une pompe douce et des extractions de volume moindre. Voilà. Donc, rappelez-vous que tous les malades qui viennent se présenter en néphrologie, des paramètres sont essentiels pour guider votre prise en charge et votre diagnostic. Donc, on a la prise de tension. La prise de tension, elle est primordiale. On a vu que les néphropathies vasculaires sont définies par la tension artérielle. La prise en charge de l'OAP dépend de la tension artérielle. La quantification de la diurèse, c'est un élément clé. Toutes les indications de dialyse dépendent d'un malade. Est-ce qu'il est anurique ou avec une diurèse conservée? L'état d'hydratation, elle est très important. La bandelette urinaire, elle est très importante. Le CG aussi. Donc, devant un malade en néphrologie, voilà les outils qui vous guident vers un diagnostic et une prise en charge optimale. Si on essaie de résumer, faire un résumé, contexte, l'indication de l'hémodialyse se pose, généralement, c'est devant une hypercalémie menaçante, ne répond pas au traitement médical, un OAP suffocant ne répond pas aux mesures usuelles, l'acidose métabolique, l'hypercalcémie sévère et le syndrome urémique mal toléré. Donc, je n'ai pas écrit un chiffre pour le syndrome urémique parce que certains disent que l'indication de dialyse, ça commence à partir de l'urée supérieure à 40 millimoles, d'autres disent plus, d'autres moins. Donc, je vois que l'indication précoce ou tardive, c'est un sujet de débat. Je vois que le syndrome urémique, s'il est mal toléré, c'est l'indication de l'hémodialyse. Les signes de maltolérance sont les nausées, les vomissements, le syndrome hémorragique et les signes neurologiques type somnolence, voire
coma. Si tu as du signe avec l'urée élevée, donc c'est une indication de dialyse. Donc le reste, on va détailler dans des séances prochaines, Inch'Allah, avec par exemple comment aborder un malade hémodialysé en consultation. Avant de finir, j'aimerais bien passer ce message à nos confrères de faire un dépistage de la maladie rénale chronique qui est en augmentation. Donc, comment faire ce dépistage de maladie rénale chronique? Donc, la maladie rénale chronique, c'est une atteinte de plus de 3 mois avec présence de marqueurs d'atteinte rénale. Donc, chez les sujets à haut risque, il faut toujours demander une créatinémie et calculer le DFG avec une bandelette urinaire. Les personnes à haut risque sont les sujets diabétiques, les hypertendus, l'âge plus de 60 ans, l'obésité avec IMC supérieur à 30, antécédent familial d'IRCT, antécédent d'insuffisance rénale aiguë, intoxication professionnelle aux produits néphrotoxiques, intoxication médicamenteuse aux produits néphrotoxiques, donc une maladie cardiaque, une insuffisance cardiaque, tous ces sujets doivent bénéficier chaque année d'une fonction rénale avec calcul du DFG, avec une bandelette urinaire. Et je vous remercie. Merci, Dr Salah. Barakallahu fik. C'était très bonne présentation. Donc, il y a quelques questions à poser, s'il vous plaît. La première question, c'est est-ce que le Fondeil est réalisé en pratique courante pour confirmer l'HTA maligne? Sauf, en principe, devant une HTA, 2 examens doivent être réalisés de façon rapide. C'est le Fondeil pour guider la prise en charge et c'est le FNS. Pourquoi le FNS? Parce que si jamais tu es devant une HTA maligne, tu as au niveau rénal la microangiopathie thrombotique, tu as une consommation des plaquettes, tu as des schizocytes, tu vas avoir une anémie, ça va guider la conduite à tenir. Donc, le Fondeil, il est obligatoire, aussi FNS et la bandelette urinaire. Je vois ça nécessaire. Donc, la deuxième question. La deuxième question, c'est si on parle d'urgence hypertensive et l'HTA maligne, est-ce que la conduite à tenir en situation d'urgence, ça diffère ou bien kiff-kiff? Presque, il n'y a pas une grande différence par rapport à la prise en charge, sauf que dans l'HTA maligne, la physiopathe, elle est un peu différente, où on voit généralement une natriurése mécanique avec une hypovolémie qui nécessite généralement la perfusion de sérum salé, chose qui est absente dans les urgences hypertensives. Mais entre parenthèses, l'HTA maligne, elle est très rare. On ne l'observe pas de façon courante. Généralement, dans ma carrière, c'est 1 ou 2 cas d'HTA maligne. Donc, c'est la seule différence, c'est dans la physiopathologie et pour la perfusion et la réhydratation. Parce que généralement, devant les HTA, on ne réhydrate pas. Voilà. Donc, la troisième question. Donc, c'est une question, elle dit que pourquoi nous donnons l'insuline pour traiter l'hypercalémie? Donc, l'insuline agit au niveau cellulaire pour l'entrée d'une molécule du glucose. Il suffit que la pompe NAK fait entrer avec le glucose une molécule de potassium. Donc, l'insuline favorise l'entrée de glucose et de potassium à l'intérieur de la cellule. Et par conséquent, on a un traitement de l'hypercalémie. Donc, la question, elle dit que est-ce que le choix du traitement dans le cas d'hypercalémie diffère selon l'étiologie ou bien le même pour toutes les étiologies?
la conduite à tenir devant l'hypercalémie, presque, elle diffère par rapport à l'état du patient. Par exemple, un malade qui a une hyperglycémie, on commence directement avec l'insuline sans perfuser le glucose. Un malade en hyperhydratation, on commence avec l'Azilix. Un malade en déshydratation, jamais on pourra donner de l'Azilix. Donc, la conduite à tenir dépend du cas en global, ne dépend pas de l'étiologie. Si le malade il est connu comme anéurique, par exemple, on ne peut pas réhydrater un malade anéurique. Donc, c'est ça. Donc, merci. La question, elle dit que en cas d'hypercalémie d'origine médicamenteuse, donc l'arrêt de médicaments incriminés doit être momentané ou bien définitif avec changement du traitement, carrément. D'abord, s'il y a une hypercalémie médicamenteuse, généralement, on voit pourquoi le malade a fait une hypercalémie. Donc, généralement, un malade sous IEC ou ARA2 qui fait une hypercalémie, on doit demander pourquoi ce malade il a fait une hypercalémie. Donc, soit le malade, par exemple, il a une insuffisance rénale associée, où on doit introduire les IEC et les ARA2 avec prudence, soit, par exemple, le malade est diabétique avec un état d'hyporéninisme, hypoaldostéronisme, avec une tendance hypercalémique, soit il y a une tubulopathie préexistante qui donne une tendance vers l'hypercalémie. Donc, ce n'est pas tous les cas qu'on doit arrêter définitivement le traitement, mais c'est au cas par cas. Merci. Donc, la question suivante. Le diagnostic positif de l'hypercalémie, sachant qu'il y a des fausses positives et tout, est-ce que le diagnostic est électrique par l'ECG ou bien basé sur la biologie? Jamais. Le diagnostic, il est biologique. Jamais on base sur le CG pour diagnostiquer une hypercalémie. Donc, merci. Il dit, si on est devant un sujet âgé et déshydraté et on dose la calcémie, on la trouve élevée, est-ce qu'on la considère comme hypercalcémie vraie et on la traite ou non? Très bonne question. La calcémie doit être toujours dosée avec l'albumine et ou la protidémie pour calculer la calcémie corrigée, sachant tous que la calcémie totale, elle est liée en grande partie avec les protéines. Donc, toujours, quand on demande dans un bilan une calcémie, on demande avec soit la protidémie, soit l'albuminie et calculer la calcémie corrigée. Si on veut aller très loin, on calcule la calcémie ionisée, mais les laboratoires ne font pas tous. Donc, généralement, c'est comme ça. On calcule, on dose la calcémie avec l'albumine. Si la calcémie, elle est élevée, donc généralement, on confirme avec un deuxième prélèvement. Si le deuxième prélèvement est toujours élevé, donc là, on est devant une hypercalcémie. Et donc, on voit si l'hypercalcémie elle est aiguë et chronique et on lance les investigations étiologiques. Voilà. Merci, docteur. Il y a aussi des questions. La question suivante, c'est dans certaines maladies granulomateuses, comme la sarcoïdose, même de localisation non osseuse, pourquoi on trouve la calcémie élevée? Oui, parce que tous les granulomatoses entraînent une sécrétion endogène de vitamine D qui, par la suite, donne une hypercalcémie. Donc, c'est lui-même qui demande est-ce que la prise de lithium peut donner l'hypercalcémie ou non? Là, Donc, merci. Autre question, c'est en cas de l'insuffisance rénale aiguë ou bien chronique, et on est devant un cas d'OAP, est-ce qu'on peut utiliser l'Azilix normalement ou bien on l'utilise avec une prudence?
S'il vous plaît, répétez la question. En cas d'insuffisance rénale aiguë ou bien chronique, et on est devant un cas de d'OAP. Et Oui. on veut introduire les diurétiques. Est-ce qu'on utilise la Zilix sans souci ou bien avec prudence? Sauf devant l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, l'Azilix, tu l'utilises sans prudence. C'est-à-dire, c'est pas sans prudence, mais à forte dose. Le souci avec les diurétiques, c'est deux choses ou trois. Par exemple, ne donnez pas l'Azilix avec une hypotension. Donc, la tension artérielle systolique moins de 9, c'est une contre-indication. L'Azilix, c'est un médicament hypocalémiant. Donc, ne donnez pas l'Azilix avec une hypocalémie. Il faut la corriger. Sinon, devant une insuffisance rénale, que ce soit aiguë ou chronique, donc tapez fort jusqu'à 1 gramme par jour, c'est la dose max. Donc, selon la réponse de ton malade, tu adaptes la dose. Voilà. Euh, merci. Donc, en cas d'OAP, la même question, en cas d'OAP, et il y a des médecins qui introduisent la Zilix, mais intermittente. Par exemple, ils donnent 40 mg de la Zilix chaque 10 minutes en IVD. Oui, oui, tu as le choix de donner soit intermittente, soit en bolus, soit à la seringue électrique. Donc, tu as le choix. Mais surtout, devant les insuffisances rénales, je préfère pas commencer avec 40 parce que ça donne pas de résultat. Merci. Autre question, elle dit que dialyse péritonéale. Oui. Est-ce qu'il a la même efficacité que l'hémodialyse? Et quelles sont ses indications et son mode de travail? Donc, c'est une question Exactement. qui est hors de sujet. Exactement. C'est une question intéressante. J'essaie de répondre sur cette question dans une autre conférence Oui, oui, parce que c'est très vaste. oui. Donc, il y a une autre qui dit que pourquoi l'obésité est un facteur de risque et quelle est la différence entre l'HTA et l'HTA maligne. Donc, je commence par la deuxième partie. Donc, la différence entre l'HTA et l'HTA maligne. L'HTA, c'est une définition, c'est une élévation des pressions artérielles supérieures à 14 de systolique, 240 de systolique et de 90 de diastolique. Donc, sur deux consultations différentes. Donc, généralement classées grade 1, grade 2 et grade 3. Donc, c'est selon la sévérité. Mais l'HTA maligne, c'est une urgence. C'est une urgence thérapeutique où tu as la souffrance des organes nobles, tu as une souffrance cérébrale, ophtalmique, rénale, cardiaque. Donc, ce n'est pas la même conduite à tenir. Par exemple, une HTA grade 1, c'est le régime et l'activité physique. Une HTA, par exemple, grade 3, sans atteinte des organes cibles, c'est la bithérapie par voie orale et c'est tout. Mais l'HTA maligne, c'est une urgence ou l'indication de traitement par voie générale et l'hospitalisation en soins intensifs. Pour la deuxième question, la relation entre l'obésité et l'insuffisance rénale, je ne me rappelle pas bien de la physiopathe, donc j'aimerais bien le répondre ultérieurement. Donc, merci. Il y a d'autres questions aussi. C'est la différence entre, un pic tensionnel normal et l'HTA maligne, surtout en cas d'urgence. Comment différencier les deux? Oui, un pic tensionnel, c'est une élévation des pressions artérielles sans atteindre des organes cibles. Et l'HTA maligne, c'est une élévation de la tension artérielle avec rétinopathie hypertensive sévère et atteinte des organes cibles. Voilà. Donc, et en cas d'urgence, est-ce que par exemple, l'HTA maligne, on a la contre-indication des diurétiques, sauf la Zilix. Oui. Donc, Non. Au cours de l'HTA maligne, les diurétiques tous sont contre-indiqués, sauf en cas de poussée divisée, de poussée d'insuffisance ventriculaire gauche. merci. D'autres questions aussi. Elle dit que
comment reconnaître que le patient est hyperhydraté? Donc, C'est une très bonne question. Donc, l'hydratation, on a deux compartiments. On a le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire. Donc, le compartiment extracellulaire, il est accessible. On peut l'examiner. Donc, une hyperhydratation extracellulaire se manifeste par une prise de poids, par des œdèmes, par aussi biologiquement par diminution de l'hématocrite, de l'acide urique, du phosphore. Donc, l'hyperhydratation intracellulaire ou l'hydratation intracellulaire, on ne peut pas l'examiner. Donc, le reflet, c'est la natrémie. Donc, une hyponatrémie, c'est une hyperhydratation intracellulaire. Pour les déshydratations, donc la déshydratation extracellulaire, c'est la perte de poids, c'est l'oligoanurie par exemple, c'est le pli cutané, c'est l'hypotension. Donc, biologiquement, c'est l'augmentation de l'hématocrite, de protéines, de l'acide urique. Et la déshydratation intracellulaire, c'est l'hypernatrémie. Voilà comment examiner l'état d'hydratation d'un malade. donc, c'est beaucoup de questions, mais est-ce qu'on continue ou bien il reste 2-3 questions, c'est tout. Ok. Voilà. Et on a un participant qui va parler aussi. Fadal Amin. Ok. Salut docteur. Salam alaikum. Oui. Je voulais vous remercier pour la présentation en premier. Merci. À toi. Je veux poser une question concernant le traitement dans l'HTA. On sait très bien que le traitement de l'HTA, de la crise hypertensive et de l'HTA maligne, se base sur des médicaments qui sont introduits en parentérale, en Oui. IV. Oui. Et on sait très bien que le risque majeur de ces traitements antihypertenseurs, c'est pas leur inefficacité, mais c'est l'hypotension. Donc, Exactement. il faut aller avec prudence. Donc, je veux juste savoir quand est-ce qu'on peut utiliser les médicaments en IV et quand est-ce qu'on l'utilise en péros. Très Qu'est-ce qu'on bien. peut avoir comme signe clinique pour dire qu'il y a une différence d'organes cibles? Très bien. Très bien. Quand on dit HCM maligne ou crise hypertensive, donc on est toujours dans le cadre des urgences hypertensives. Donc, rappelez-vous bien que les urgences hypertensives nécessitent un traitement en intraveineux. Et les poussées hypertensives nécessitent un traitement péros. Donc, la différence entre les urgences et les poussées, que les urgences, on a une atteinte des organes cibles. Donc, par exemple, tu as une tension artérielle, par exemple, systolique à 180 avec AVC. Donc, c'est une urgence hypertensive. Tu as avec une insuffisance cardiaque, une poussée d'IVG, c'est une urgence hypertensive. Avec une insuffisance rénale, c'est une urgence hypertensive. Avec rétinopathie, c'est une urgence hypertensive. Donc, devant ces situations, on appelle urgence hypertensive avec atteinte des organes cibles. Là, on commence le traitement par voie parentérale. Le seul qui est disponible pour le moment pour baisser les tensions, c'est le Loxane. Donc, la nicardipine, tu peux l'utiliser à la seringue électrique, par exemple 15 mg par heure. Et l'objectif tensionnel est de baisser de 25% et ne pas normaliser. En dehors des situations, tu es devant une poussée hypertensive, donc tu commences le traitement péros. Voilà. Donc, merci. Si Amine, il a une autre question ou non? Donc, il reste 2 questions aussi. OK. Comment une thrombocytose donne une fausse hypercalémie? Normalement, Je vous avez pense dit une hémolyse. très probablement. Quand je ne suis pas sûr de la réponse, j'aimerais bien de ne pas répondre. Ah, c'est bon. Donc, il y a un autre qui demande c'est quoi la cause de néphrongiosclérose maligne?
La cause de néphrangioschlérose maligne, donc dans 2 tiers des cas, c'est une HTA essentielle négligée et maltraitée. Et dans 1 tiers des cas, c'est une HTA secondaire. Donc secondaire à quoi? Secondaire à des pathologies rénales en premier lieu. Ce sont les pathologies glomérulaires et vasculaires. Secondaire à un syndrome rénovasculaire, par exemple sténose des artères rénales, ou secondaire à des endocrinopathies, c'est très rare, comme par exemple le phéochromocytome. Voilà. Il y a d'autres causes, quand même. Donc, merci docteur, merci beaucoup, barakallahu fik. C'était une très bonne présentation. On a استفدنا منك بزاف, جزاك الله خير. وفيك بركة. إن أصبت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضاه للعلم ولخدمة المريض إن شاء الله. Amin. Et Inch'Allah, c'est pas la dernière séance avec nous. Inch'Allah, il y aura plusieurs Inch'Allah. séances. Inch'Allah. Inch'Allah, on va essayer d'étaler un programme où tu prends les gens, qu'est-ce qu'ils veulent comme thème, et on essaye de les détailler, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, Ustad. Barakallah. On remercie tous les participants. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam.